Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va étudier quels sont les curseurs que l'on peut éventuellement faire bouger pour mieux adapter son exploitation à un nouveau contexte. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Hey mes petits lapins en sucre, pour ce Power Boost, on a du pain sur la planche. On ne cesse de le répéter ici, l'agriculture a de nombreux défis à relever et c'est pourquoi ce secteur se montre particulièrement innovant, que ce soit dans l'offre des constructeurs ou même dans vos pratiques à la ferme. Et ça tombe bien, parce que Jean-Paul a une annonce intéressante à vous faire à ce sujet. Je vous laisse la surprise. En plus, on est allé dans la Drôme sur un site dédié à l'agrivoltaïsme pour voir ce que disent les premiers résultats d'une étude sur le photovoltaïsme en verger. On est aussi allé voir un couple qui mise tout sur l'autonomie de leur exploitation, quitte à faire des choix radicaux. Enfin, on changera un peu d'air. Souvenez-vous, nous étions allés à l'île Maurice, Jean-Paul était allé à l'île Maurice, et on est allé découvrir une culture qui reste peu commune en France. Plein de choses à voir, alors on perd pas de temps et on lance les news. Enjoy! Le suspense est à son comble, car c'est ce dimanche à midi que vous connaîtrez enfin les gagnants du Tractor of the Year 2024. Il y aura de la pression dans le centre de convention du salon Agritechnica à l'annonce des lauréats. Bon à savoir, Jean-Paul himself représentera la France pour la remise des prix. S'il y a un colloque que j'aime bien animer chaque année, c'est bien le Co-Farming Fest. Cela a lieu dans une salle de concert à Paris et c'est un moyen original de rassembler un grand nombre d'experts. Réchauffement climatique, absence de main-d'œuvre, déficit de compétitivité. On le sait, l'avenir n'est pas certain. Mais ce qui est sûr, c'est que l'agriculture n'échappera pas aux turbulences en vue. À moins que l'on anticipe avec quelques bonnes pistes à la clé pour ne pas se réveiller avec une gueule de bois en se disant « mince ». Et si j'avais anticipé? Et justement, le Co-Farming Fest convie les meilleurs experts à passer au crash test les idées qui peuvent nous sauver. Rendez-vous le 12 décembre dans la salle de concert Le Pan Piper à Paris pour trouver tous ensemble des nouvelles solutions. Alors justement, on va vous présenter un certain nombre de moyens, certains sont encore en phase d'expérimentation, pour pouvoir faire face aux turbulences à venir. Et oui, il va falloir s'adapter aux turbulences à venir et pour le changement climatique, l'agrivoltaïsme est une piste qui a le vent en poupe. Ici, à la ferme expérimentale d'Étoile-sur-Rhône, la Sefra, Sonagri et la Chambre d'agriculture de la Drôme ont uni leurs forces pour obtenir des données sur les effets de l'agrivoltaïsme sur un verger inauguré en 2022. Sur ces parcelles, la Sefra étudie le comportement des arbres et des fruits sous panneaux photovoltaïques. Abricots, pêches et nectarines sont à l'honneur. Sonagri, quant à lui, pilote les panneaux photovoltaïques. Objectif, trouver le meilleur compromis entre production alimentaire et production d'énergie pour voir ce que les panneaux apportent aux cultures. L'objectif, c'est de décréter les pics de froid, par exemple en hiver au moment du gel sur fleurs ou sur petits fruits. Et après, en été, de protéger les arbres d'un trop fort ensoleillement et d'une canicule. Avec aussi pour objectif de diminuer les besoins en eau, puisque c'est une grosse problématique actuellement. En comparant notamment les résultats pour des arbres avec et sans panneaux photovoltaïques, il faut minimum 5 bonnes années pour tirer des conclusions. Mais quelques premières observations sont quand même encourageantes. Sur la première année, en 2022, il y a eu du gel au printemps. Donc on a vu que la température sous les panneaux était environ 1,8 degré supérieure à la partie sans panneaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à la lutte contre le gel. Et par contre, une des choses qu'on voit, et on pense qu'on peut certainement aller un peu plus loin, c'est qu'on a mis 30% d'eau en moins. Alors ça, c'est intéressant, mais pas de miracle. Pour faire pousser des fruits sous panneaux photovoltaïques, il faut quand même un peu d'adaptation. Au niveau récolte, en première année, on a un peu moins de récolte sous panneaux et donc l'ombre provoque aussi un décalage au niveau de la floraison, quelques jours. Enfin bon, faut le voir sur plusieurs années. Au niveau de la date de récolte, ça peut jouer entre 4 jours, une semaine. Et puis ensuite, au niveau coloration,
Il n'y a pas vraiment de différence très significative. Et il faut savoir aussi qu'on a mis, par exemple en abricot, on a mis des variétés avec une face rouge qu'on appelle bleuchée. Donc il y a eu un peu moins de blush avec l'ombrage des panneaux, puisque c'est l'ensoleillement qui provoque ça. Alors qu'il y a une variété qui est totalement orange. Donc là, on ne voit aucune différence. En attendant des résultats concrets sur le long terme, une petite mise en garde. L'agrivoltaïsme, c'est tout nouveau, tout beau, mais il ne faudrait pas sauter à pieds joints dans un piège pour l'agriculture. Et ça, les chambres d'agriculture en ont bien conscience. Les dérives possibles de l'agrivoltaïsme sont qu'en fait l'agrivoltaïsme se transforme en photovoltaïque et qu'il utilise en fait le double de surface pour la même utilisation. Donc l'objectif, c'est soit on fait du photovoltaïque sur des surfaces inertes, sur des surfaces qui sont plus cultivables, ou soit on fait du vrai agrivoltaïsme avec des animaux, avec de l'agriculture entre, et que les panneaux apportent un plus pour l'agriculture. Un décret est en cours de production, de mise en place, qui lui doit serrer par rapport à la loi qui a été ouverte, qui disait qu'il fallait qu'une activité justifiée d'agriculture entre les panneaux photovoltaïques. Là, on va demander des rendus, on va demander des précisions par rapport à cette production. Un rendu tous les 3 ans avec un rapport qui doit être fait par rapport à la production agricole de avant les panneaux, après les panneaux, et aussi par rapport à la surface qu'on doit laisser sans panneaux. L'objectif de nous, Chambre d'agriculture, c'est d'être responsable et de ne pas avoir de perte de biomasse. Parce que le souci, c'est si on met des panneaux et qu'il n'y a pas de production dessous, on peut avoir moins de production globalement sur la France et moins de production pour l'alimentaire, pour aussi bien l'alimentation animale que l'alimentation de l'humain. Et en parlant d'alimentation animale, allons un petit peu plus loin, dans la Drôme. Ça, c'est la ferme La Jersiaise des Combes, à Château-Double. Et eux, ce sont Audrey et Thierry Gillos. Et ils misent énormément sur l'autonomie alimentaire du troupeau de Jersiaises. Arrivé en 2012 sur l'exploitation, Thierry nous explique le problème. Alors en fait, quand je suis arrivé sur le GAEC, il y avait 90 vaches laitières avec un système de lait bio plutôt intensif. Et on s'est en fait avec beaucoup d'achats d'aliments extérieurs et même de fourrage extérieur, car la ferme n'arrivait pas à autoproduire ses besoins. Des achats de nourriture qui plombaient quelque peu les marges nettes de l'exploitation. Alors, dès la campagne 2013, Thierry s'est retroussé les manches, et pas qu'un peu. On s'est rendu compte qu'il fallait réduire le cheptel pour arriver à une autonomie alimentaire à 100%. Et en fait, on est passé de 90 vaches à 60-65 vaches laitières en moyenne sur la ferme. Ouch, ça fait quasiment un tiers de moins. C'est vrai qu'on avait moins de volume vendu en laiterie, mais des grosses économies en face, et du coup la marge était en notre faveur. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Le volume pour le volume, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est faire de la marge et vivre de mon travail. Du coup, on a relancé aussi beaucoup plus de prairies, on a beaucoup retravaillé sur le pâturage. Et du coup, en fait, moi quand je suis arrivé, il y avait une dizaine d'hectares d'accessibles au pâturage, et aujourd'hui j'en suis à 32 hectares. Des hectares de prairies naturelles, de prairies temporaires et de prairies artificielles, avec notamment un mélange spécial Saint-Marcellin recommandé par leurs partenaires de la Chambre d'agriculture. Au total, les pires années, les vaches ne restent que 5 mois dans l'étable. Le reste du temps, en prairie. Mais tout ça, ça rajoute pas une charge de travail de dingue? Pas forcément, non. Parce que maintenant que tous mes parcs sont faits, c'est de la gestion matin et soir à aller bouger mes fils, mais c'est aussi un plaisir d'aller me promener dans les parcs avec mes vaches, à voir où en est la pousse de l'herbe, comment la gérer, est-ce que j'en mets trop, pas assez. C'est une autre façon de travailler. Moi, je préfère aller me promener dans mes champs que de prendre un tracteur et d'aller couper de l'herbe. Celui qui n'a pas envie de s'embêter à aller mettre des fils et faire des parcs avec ses vaches, je comprends qu'il préfère avoir ses vaches en stabulation, c'est une autre façon de travailler. Mais moi, je suis content de mon système, ça marche chez moi. Et comme Thierry aime les défis, et qu'il a été un petit peu contraint, il faut le dire, il est également passé récemment en monotraite, en attendant le résultat économique en fin d'année, qu'on espère bien sûr positif. Mais il est temps pour nous de quitter la Drôme pour aller plus loin, très loin. En agriculture, contrairement à la vie conjugale, on aime bien aller voir ailleurs. Et lors de son trip à l'île Maurice, Jean-Paul est allé à la rencontre d'un producteur de thé, une culture qui, face au réchauffement climatique qui impacte aussi l'île, se montre plutôt résiliente.
Bonjour Shiva. Bonjour. Alors nous sommes en pleine période de récolte de thé ici sur les plateaux de l'île Maurice. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que font ces dames? Et ces dames, ils sont en train de faire les plucking. Ils commencent à 5h du matin tous les jours et on fait la récolte des feuilles, des feuilles, une aiguille comme on dit. Et voilà. Ce sont des plants assez anciens. Oui, ce sont des plants et plus de 100 ans. Vous pensez à implanter de nouvelles variétés qui sont plus productives? Oui, on a des nouvelles variétés, on est en train de faire les développements et on a beaucoup d'hectares à replanter à l'île Maurice. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée du rendement, du yield moyen ici? Et on produit 5,5 à 6 tonnes de feuilles par an. C'est une plante qui pousse sans trop de parasites, sans trop de ravageurs? Oui, sans trop de parasites, sans trop de ravageurs, parce qu'on est chez le plateau central, on est en élévation avec la mer, 500 mètres, et c'est des bonnes conditions pour faire planter les plants d'été. Et c'est une plante qui est assez bien adaptée au réchauffement climatique parce qu'il n'y a pas besoin de l'irriguer? Oui, c'est bien adapté avec les changements climatiques. Alors quand on regarde un peu au niveau de l'île, on a l'impression que autant la culture de canne à sucre diminue, autant sur le thé, vous pouvez progresser. Oui, on a beaucoup d'hectares à replanter les plantations d'été à l'île Maurice. Aujourd'hui, vous produisez uniquement pour le marché local? Oui, on produit et plus précisément pour le marché local. Oui. Merci beaucoup Shiva. Ok, merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et puis aussi à notre page Instagram. Je vous retrouve chaque jour dès ce week-end pour vous faire vivre toute l'actualité du salon Agritechnica qui vous ses portes à Hanovre. À bientôt.